Voilà, Joseph Kabila, une sortie médiatique de trop, ça sera la grande question qu'on va se poser. On se rappelle que cette sortie médiatique a fait suite à la levée de ses immunités sénatoriales par le Sénat de la RDC. Quelques heures après, l'ancien président de la République s'est prononcé depuis l'Afrique du Sud où il réside. On va en parler avec Marius Moubilama, qui est bon, voilà. C'est le début de semaine, on marche quand même, on écorche sur les noms de gens plus facilement. Je rappelle que vous êtes moukwéguiste et vous ne faites partie d'aucun parti politique. C'est cela votre particularité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, merci pour cette invitation. Salutations à nos populations qui sont en train de nous suivre à ces moments. Nous sommes là pour partager avec vous l'actualité de notre pays. Parfait. Cette actualité dominée par le visage de l'ancien chef de l'État. Avec quel regard avez-vous suivi ce discours de vendredi dernier? Nous avions suivi le discours du président Kabila. La façon dont il a présenté les tableaux, c'est ce que l'opposition et la population congolaise décrit toujours. Donc je peux dire qu'il n'y avait rien de nouveauté dans son discours, parce que c'est la réalité de tous les jours que la classe politique, particulièrement l'opposition, décrit: le détournement, la restriction des libertés, l'injustice, la violation des droits de l'homme, et la perte des pouvoirs d'achat des Congolais. Donc tous ces habits-là que nous parlons chaque jour, c'est ce que le président Kabila aussi a révélé. Et donc disons qu'il n'y avait pas de nouveauté dans tout ce qu'il a dit. Seulement, je note que dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait, nulle part il a été compatissant, n'est-ce pas, avec nos populations qui meurent chaque jour à l'est du pays. Est-ce que c'est vrai, Ben? Je sais que tu as suivi ce score avec beaucoup d'attention. Ouais. À aucun moment de ce discours, on a semblé, on va dire, aux derniers instants, à la chute de ce discours, dire qu'il a... voilà. Je disais, nulle part il a été compatissant par rapport à la population qui meurt chaque jour. Nulle part il a fait allusion à l'agression de notre pays par rapport au Rwanda. Il n'a même pas fait allusion à la justice. Ouais, parce qu'on ne peut pas reconstruire ce pays tant qu'on ne fera pas recours à une justice et la vraie. Et c'est le docteur Denis Mukwege qui a tweeté hier pour rappeler la nécessité, n'est-ce pas, de la justice traditionnelle dans notre pays. Même du côté des gouvernements, dans tout ce qu'ils sont en train de faire à Washington, à Doha et partout là où ils sont en train de passer dans les négociations, la justice est mise de côté. Ouais. Quand vous suivez ce qui s'est fait par rapport à ce qui a été communiqué dans l'accord de principe, on a fait fi à la justice traditionnelle. Et c'est cette justice-là qui peut nous aider, n'est-ce pas, après les conflits que nous avions connus, nous amener à une paix durable. Permettez-moi peut-être, à l'intention de ceux qui sont en train de nous suivre, d'expliquer d'abord c'est quoi cette justice traditionnelle-là. La justice traditionnelle, c'est ce mécanisme-là, n'est-ce pas, qui nous amène à connaître d'abord la vérité. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se passe en réalité dans notre pays? Au-delà de connaître la vérité, n'est-ce pas, on passe à ce qu'on appelle le jugement. Après le jugement, on passe, n'est-ce pas, à la réparation. Et une fois que la population est réparée, il faudra maintenant avoir ce qu'on appelle la garantie de non-répétition. Ouais. Et ce sont ces éléments-là qui permettront à ce que... On parle d'ailleurs de 4 piliers de la justice traditionnelle. Voilà, ce sont ça les éléments de la justice traditionnelle. Et au-delà de tout ça, il nous faut une justice, un tribunal pénal international pour la RDC. Parce que le rapport mapping est là. Ce rapport mapping-là, au-delà du rapport mapping, il y a d'autres rapports des experts des Nations Unies qui sont là, qui n'ont jamais été exploités. Il n'y a que Dr Denis Mukwege qui porte ces rapports-là. Et tous les acteurs qui sont aujourd'hui actifs dans ces conflits sont cités la plupart dans les rapports mapping. Ça veut dire que si on arrivait à maîtriser tout ce monde-là, on ne serait pas, par la justice évidemment, on ne serait pas en train de tourner à rond. Je vais vous rappeler que le tribunal pénal international a fait ses preuves par le passé au Rwanda. Après le génocide de 1994, le Rwanda avait demandé le tribunal pénal international, même si on critique ce tribunal-là d'avoir travaillé dans le sens unique, parce que ça poursuivait seulement les Hutus. Mais cette justice-là a permis d'arrêter et de condamner à vie tous ceux qui ont participé dans les massacres, dans le génocide au Rwanda. Et les rapports mapping nous retracent tous ceux qui sont acteurs
dans le crime que nous avons dans notre pays, mais ça n'a jamais personne n'a jamais été inquiété. Le président Kabila, en 2013, il signe l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord-là, que lui-même a épinglé dans son discours, dont le professeur Dr Denis Mukwege demande à ce que ça puisse être revitalisé, nous a parlé aussi, nous a rappelé à son dernier engagement de travailler sur la justice transitionnelle. Mais Kabila, qui avait en charge de travailler pour la mise en œuvre de cet accord-là, n'a pas si respecté tout, n'est-ce pas, tous les engagements de cet accord-là. Vous pensez que les 12 points évoqués par Kabila dans son discours, à vous entendre, c'est comme si il n'est pas le mieux placé pour en parler? Je ne dirais pas qu'il n'est pas le mieux placé pour en parler, mais je dirais juste que c'est du copier-coller. Parce que quand vous, rien de nouveau. Rien de nouveau. Quand vous suivez les 12 piliers qu'il a donnés, c'est tout ce que nous avons pris comme engagement à Addis Abeba, tout ce qui nous est demandé dans la résolution 2773. Il nous parle, n'est-ce pas, d'établir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. C'est ce que nous avons pris comme engagement à Addis Abeba. Et lui, en tant que président de la République, à cette époque-là, devrait travailler pour que l'État soit présent sur toute l'étendue du territoire. Il nous a parlé de réformer l'armée. C'est l'engagement que nous avions pris, n'est-ce pas, dans cette résolution-là. Il nous a parlé, n'est-ce pas, de combattre tous les groupes armés, parce qu'il a condamné l'armée, le gouvernement congolais à pouvoir, n'est-ce pas, travailler avec certains groupes armés dont le FDLR et consorts. Il avait pour mission à cette époque-là, par rapport à l'accord cadre d'Addis Abeba, de combattre tous les groupes armés existants sur le terrain. Rien n'a été fait dans ce sens-là. Donc, tout ce qu'il a donné comme résolution, c'est ce que nous avions déjà acquis dans l'accord cadre d'Addis Abeba, dont nous militons pour que ce soit revitalisé. Mais Kabila, qui était président à l'époque, n'a rien fait, n'a pas respecté ces engagements-là. Et là, ça pose un problème. Alors, puisqu'on en parle quand même, quelle est la valeur diplomatique et politique de ce discours, si on vous prononcez par Jules Kabila? La valeur diplomatique de ces discours. Qu'est-ce que ça peut apporter politiquement, sur le plan politique et diplomatique, et sur le plan diplomatique, sachant que non, déjà nous menons un combat diplomatique quant à cette guerre dans l'est du pays. C'est ce que j'ai toujours dit sur le plateau de télévision. À l'interne, la diplomatie à l'interne pose toujours problème. Sur le plan international, nous avions vu comment est-ce qu'avec la ministre des Affaires étrangères Kahin Kwamba et l'apport de Dr Denis Mukwege au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avions eu à bénéficier, n'est-ce pas, des résolutions qui sont aussi profondes, qui allaient nous amener à un cessez-le-feu. La résolution 2773. Cette résolution-là n'est pas mise en œuvre par le gouvernement congolais. Parce que ce que Kabila a dit, il a demandé dans ces résolutions de mettre fin à la guerre. Et la résolution 2773 a demandé à ce qu'il y ait cessez-le-feu direct et sans condition. Il a demandé à ce que le Rwanda puisse retirer ses militaires sur le sol congolais directement. Il a demandé à ce qu'on puisse annuler, n'est-ce pas, l'administration parallèle qui a été mise par l'M23 et l'FCC dans les zones occupées. Ces résolutions-là existent et ce sont ces éléments-là que le président Kabila est revenu, qui n'est pas mis en œuvre par le gouvernement congolais. Il a préféré aller à Doha, négocier avec, n'est-ce pas, avec les agresseurs du pays dans le M23 et le FCC de Nanga. Or, si on se tenait, n'est-ce pas, à l'accord cadre d'Addis Abeba, tel que propose Denis Mukwege, on ne serait pas, n'est-ce pas, en train de négocier avec le 1-23, moins avec le Rwanda. Parce que dans cet accord-là même d'Addis Abeba, le Rwanda et l'Ougandais avaient pris, n'est-ce pas, la résolution de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ils ont accepté, quand on parle de respecter la souveraineté et l'intégrité de notre pays, vous savez que cet engagement-là n'est pas respecté ni par le Rwanda ni par l'Ouganda. Notre intégrité est mise en cause. La souveraineté, il suffit seulement qu'il y a des questions politiques dans notre pays. C'est le Rwanda qui s'y invite. L'intégrité de notre pays, le gouvernement de Kinshasa ne sait pas contrôler toute l'étendue du territoire parce qu'il y a le FCC et le M23 qui occupent aussi déjà une grande partie de notre territoire et c'est compliqué. Donc sur le plan diplomatique, je pense que Dr Denis Mukwege est un atout, une cartouche indispensable pour aider le gouvernement congolais à revenir sur la voie de la paix. Voilà pourquoi, au-delà... Est-ce que vous êtes en train de clamer là le fait que le docteur Denis Mukwege doit faire partie imminemment d'un gouvernement?
Non, ça n'a jamais été le vœu. Ça n'a jamais été le vœu. Comment il arrivera à être... Ça n'a jamais été le vœu. Ça n'a jamais été le vœu de Denis Mukwege d'être dans un gouvernement quelconque. En tant que Congolais, en tant que patriote, il apporte son expertise. Et je vais vous donner par exemple, il a écrit un document sur la stratégie nationale holistique de la justice traditionnelle. Parce que sur ce point de vue-là, Dr Denis Mukwege est de loin avancé que le gouvernement congolais. Ouais. Et cette expérience-là, éditée pour la RDC, est en train de produire des effets, n'est-ce pas, en Colombie. Parlons de Denis Mukwege, c'est quoi son positionnement actuel? Il est dans l'opposition ou bien il est toujours dans la société civile? Au sortir, bien sûr, de ces élections de 2023. Docteur Denis Mukwege, je l'ai toujours dit, qu'il n'est pas opposant. Il est prix Nobel de la paix. C'est plutôt le gouvernement... Il est prix Nobel de la paix. On le garde comme tel ou c'est possible quand même de l'électionner. Soit vous êtes la majorité, bon, il est neutre, ni de la majorité. Je dis ceci, Docteur Denis Mukwege est compatriote congolais, prix Nobel de la paix. Et de surcroît, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il dit, c'est en faveur du gouvernement congolais. Ouais, il n'a rien fait. Mais ce sera quoi la formule pour appliquer avec lui? Mais c'est au gouvernement de l'approcher, de l'écouter. Mais le gouvernement a développé des mécanismes pour s'opposer au docteur Denis Mukwege. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est le gouvernement de Kinshasa qui est opposant au professeur docteur Denis Mukwege et non pas le contraire. Alors, une dernière question pour moi, Ben. Bon, je préfère que tu... Bon, puisqu'on parle quand même de ces discours, vous avez dit que le discours de Joseph Kabila reste un discours copié-collé. C'est vraiment la démarche que Denis Mukwege ne cesse de décrier de là où il est quant à ce processus. D'aucuns estimeraient que Joseph Kabila, avec ses projets de la transformation nationale 5 chantiers, avec tout l'appareil d'État entre ses mains, l'homme n'a pas réussi, en tout cas, n'a pas réussi son projet. Et aujourd'hui, il nous amène un tableau de 12 points. Sans mandat ni autorité officielle, par quelle stratégie arriverait-il à réussir son... Ok, merci beaucoup. Déjà, il faut le savoir qu'il est dans les viseurs de la justice. Kabila reste l'ancien président de notre pays. Nous savons où est-ce que Kabila a pris le pays, n'est-ce pas? Kabila a trouvé un pays divisé, sans institutions démocratiques et constitutionnellement acceptées. Kabila a pu réunifier le pays. Il a installé des institutions, quand bien même il n'a pas su, n'est-ce pas, rencontrer les besoins de la population. Parce que ce que nous décrions aujourd'hui sous Tshisekedi, ce sont les mêmes choses qui ont poussé la population congolaise ou bien le peuple congolais à demander Kabila à quitter le pouvoir. C'est la population qui a chassé autrefois Joseph Kabila. C'est ça que j'ai dit. C'est la population qui a chassé autrefois. Parce que le fait que Kabila soit passé n'était pas de la volonté de Kabila. C'était cette pression populaire-là. Mais malheureusement, par la mauvaise gouvernance du régime actuel, cette mauvaise gouvernance-là, n'est-ce pas, les détournements, l'injustice, la violation des droits de l'homme, tout ce qu'on peut décrire, a rendu la population nostalgique vis-à-vis de Kabila. Parce qu'on suppose que le panier du ménagère sous Kabila était bien chargé par rapport au panier ménagère actuel. Le pouvoir d'achat des Congolais était mis. Ça c'est l'appréhension de la population. Et ça c'est l'échec du pouvoir actuel. L'échec, le plus grand échec, comme moi je l'ai dit, du pouvoir actuel, c'est d'avoir redonné dans l'esprit collectif des Congolais une place encore pour Kabila. Ouais, quand vous suivez aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux, les gens sont fiers, sont contents que Kabila s'est exprimé. Mais nous connaissons les habits de Kabila. Kabila n'a pas facilité, n'a pas permis à ce que le tribunal pénal international soit établi pour la RDC. Parce qu'on peut le dire, Dr Denis Mukwege a main de plaidoyer au niveau international. Mais Dr Denis Mukwege ne s'est pas engagé la nation congolaise au niveau du Conseil de sécurité parce qu'il n'est pas chef de l'État. Voilà ce qui justifierait même la candidature de Dr Denis Mukwege en 2023. Il voudrait avoir cet impérium-là, cette légalité-là, d'engager le pays. Parce que toutes les politiques, voilà, toutes les politiques publiques qu'il a éditées et qu'il a mis à la disposition des dirigeants, des gouvernants, n'ont pas su capitaliser ça. Et au regard des limites qui sont les siennes, ne pouvant pas, n'est-ce pas, engager le pays, il s'est présenté pour demander, n'est-ce pas,
la population, n'est-ce pas? Parce que c'est la population qui est le souverain primaire, d'avoir cette légitimité-là, cette légalité, cet impérium-là, d'être son interlocuteur auprès des instances internationales. Mais malheureusement, nous savons comment est-ce que les élections ont été organisées en 2023. Ça a été décrié. Et voilà ce qui nous amène aujourd'hui aussi dans la situation actuelle où nous nous trouvons. Parlons-en. Autrefois, Kabila a annoncé à Goma, après quoi il aurait quitté les lieux. Et puis il y a eu tous ces soulèvements de la justice. Aujourd'hui, les immunités sur le sénateur à vie ont été levées. Et donc, il est livré à la justice. Mais l'homme a quand même dit ouvertement qu'il se rendra à Goma. Et il est, mais on annonce qu'il est là. Oui, on apprend par les réseaux sociaux. Par des sources. Oui, c'est comme des sources assez fiables. Qu'il y est déjà à Goma. À quoi s'attendre? Si l'épisode d'autrefois a soulevé, en tout cas, tout le mouvement de la justice et tout, aujourd'hui, il s'est vu quand même de le prononcer de manière ouverte et il y est sur place. À quoi s'attendre? C'est d'abord décevant, c'est une déception qu'un gouvernement serait responsable puisse se fier, n'est-ce pas, à des supputations, à des rumeurs. Ah donc vous dites que non. Pardon. Quand par exemple un journaliste tweet, annonce la présence de Kabila à Goma et le gouvernement en place prend ça comme preuve, ça c'est déjà ça pose un problème. Il n'y a jamais été, d'après vous. Selon lui, le président Kabila, il n'y a jamais été dans son discours. Et il a annoncé par des surcroît sa présence là-bas. Je vais dire, Kabila a un rôle à jouer, n'est-ce pas, pour qu'on puisse recouvrer la paix de par son expérience. Ouais. De par son expérience. Et le gouvernement congolais devrait capitaliser cette expérience-là afin que nous puissions quand même recouvrer la paix et la paix durable. Mais malheureusement, le Sénat a raté encore une fois de plus l'occasion de nous permettre d'aller dans cette démarche-là de la paix. Vous vous souviendrez qu'en 2015, le Sénat avait sauvé une situation qui était devenue compliquée dans notre pays. Quand Kabila voudrait changer la constitution afin de briguer un troisième mandat. Pendant qu'à l'Assemblée nationale, le boulevard était déjà ouvert pour le troisième mandat à Kabila, c'est le président Léo Kengouado qui est là, qui est encore en vue, avec le Sénat, qui s'était opposé à cette démarche-là. Et le ciel n'était pas tombé sur lui, alors que Kabila était fort. Ça veut dire que le Sénat aussi devrait, n'est-ce pas, sauver aussi le pays dans ce sens-là. Je souligne que Kabila n'est pas géré par le règlement intérieur du Sénat. Kabila n'a pas un suppléant. Ouais. Vouloir suivre Kabila par rapport au règlement intérieur du Sénat, c'est un problème. Parce que Kabila, si il était régi par le règlement intérieur du Sénat, il serait déjà chassé du Sénat depuis longtemps parce qu'il ne siège pas. Il a depuis les 6 ans ici. Ça doutait quand même, étant sénateur à vie, bien avant qu'il ait levé ses immunités, il est quand même un électron libre, bien libre, qui fait ce qu'il veut bien, et bon, voilà. Cette responsabilité-là, je le mets à la tête du pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui a quand même la responsabilité de les sécuriser, tu vois, de suivre ces mouvements. Quand vous le poussez en exil, vous le rendez un électron libre. Et ce n'est pas normal qu'un ancien président puisse se retrouver aujourd'hui dans le cas de personnes qui agressent. Parce qu'apparemment, c'est là qu'il s'estime être en sécurité. Et ça, c'est un regret pour tous les Congolais. Kabila devrait se sentir à l'aise à Kinshasa. Devrait se sentir à l'aise à Kinshasa et accompagner le gouvernement, n'est-ce pas, à juguler cette situation-là. Je l'ai suivi, j'ai fini par là, monsieur, je l'ai suivi. Je voulais vraiment poser. Qu'est-ce qui empêcherait Joseph Kabila de se sentir en sécurité à Kinshasa? Ce n'est pas la toute première déclaration où il déclare bien qu'il se sentirait mieux à Goma que Kinshasa. Et nous voilà encore dans cette même histoire. Cette question-là, il faut poser ça à ceux qui sont au pouvoir. Qu'est-ce qui pose problème? Comment est-ce qu'ils ne sont pas à mesure de mettre l'ancien président dans les bonnes conditions? Dans les discours de Kabila, je l'ai suivi, c'est aussi une de mes déceptions, soutenir le processus de Luanda, soutenir le processus de Nairobi, soutenir les négociations qui sont à Doha et le processus en cours aux États-Unis. Tous ces processus-là ne devraient pas avoir lié
si seulement si on était en train de respecter, ou bien si lui, Kabila, avait respecté l'accord d'Addis Abeba avec le pays frontalier. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui à Washington, nous sommes en train de brader, n'est-ce pas, notre souveraineté. Nous sommes en train de donner tout ce que Kabila n'a pas si donné à son temps. Apparemment, on est en train de pousser l'actuel président de le donner au Rwanda. Parce que demander aujourd'hui au Rwanda d'exploiter, de raffiner le minerai congolais. Ce sont des relations qui ont déjà existé, comme on peut pas le dire, ce sont des relations qui naissent par rapport à toute cette insécurité autour de l'île et autres. J'ai dit ceci, écoutez-moi madame, l'insécurité au Congo est entretenue par le Rwanda. Et le Rwanda n'a aucun intérêt pour qu'il y ait la paix au Congo. Parce que s'il y a la paix au Congo, l'économie rwandaise tombe en faillite. Ouais. Et donner au Rwanda la possibilité de raffiner le Congolais, donner au Rwanda la possibilité d'exploiter nos forêts, c'est lui rendre encore plus fort. Et nous approvisionner davantage. Parce que lorsque cet accord-là sera signé, les entrepreneurs ou bien les investisseurs américains ne viendront pas au Congo. Vous avez suivi Trump dire qu'il a beaucoup d'admiration au président Kagame. Ils iront tous investir au Rwanda au détriment des Congolais. Et les emplois, tous seront créés au Rwanda. La sécurité, vous ne verrez jamais un Américain venir sécuriser les Congolais. C'est pourquoi, moi je l'ai dit, nos minéraux doivent d'abord profiter aux Congolais et aux générations futures. Mukwege l'a dit. Dans une lettre adressée au chef de l'État, il avait rappelé l'article 214 de la Constitution, j'ai bonne mémoire, qu'on ne peut pas faire des négociations de paix tout en ignorant le peuple. Quand je parle de peuple, je vois directement l'Assemblée nationale, parce que l'Assemblée nationale, c'est ce qui représente le peuple. Dans tous ces processus-là, l'Assemblée nationale est mise à l'écart. Cet article-là, 214 de la Constitution, dit qu'aucun accord de paix ne peut être signé si ça n'a pas eu l'aval de l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale doit d'abord voter une loi pour encadrer ces accords-là. Mais l'Assemblée nationale est mise à l'écart. Et du coup, ce qui se passe, l'Assemblée nationale n'est pas au courant. Et donc, je rappelle encore au gouvernement congolais que les atouts du docteur Denis Mukwege sont à leur disposition. L'expertise de Denis Mukwege est à leur disposition. Il reste le seul Congolais à ce niveau-là qui est crédible au vu, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Or, pour ceux qui ont toujours dit que la communauté internationale ne roule pas pour le Congo, je dis que c'est faux. Parce que tout ce que nous avons comme résolution, 27-73, l'accord d'Addis Abeba, nous les avions eu sous l'égide de la communauté internationale, mais les exploiter, ça revenait maintenant au Congolais. Malheureusement, nous n'avions pas mis ça en œuvre. Merci beaucoup Marius Mubalama. On va clôturer voilà, cette session d'échange rapidement. Donc vous pensez que cette sortie médiatique de Joseph Kabila en est une de trop? Moi, je n'ai rien vu de nouveau dans ce discours-là. En tout cas, rien. Parce que, comme je vous ai dit, tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous décrions. La résolution, il a parlé de cesser le fin de la guerre. La résolution 27-73, nous l'avions déjà acquis, Kabila n'était pas là. Mais malheureusement, le gouvernement de Kinshasa n'a pas si capitalisé cet accord-là, préfère aller négocier avec des personnes qui nous agressent. Et nous sommes allés dans une tendance de leur tout donner, tout en ignorant, n'est-ce pas, la justice. Et pourtant, dans l'accord d'Addis Abeba, on a parlé de la justice. La justice traditionnelle, je vous ai expliqué, la justice traditionnelle, c'est quoi son rôle. Et Denis Mukwege a tweeté, il faut lire ce tweet-là, hier. Tous ceux qui sont du gouvernement, ils sont là. Il a rappelé l'impératif de cette justice-là pour que nous puissions construire une paix durable. Parfait. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et surtout à l'ensemble de nos questions. Merci beaucoup. Et nous allons vous retrouver très vite, très prochainement. L'actualité nous l'obligera, on est très certain. Et je suis très heureux de penser souvent à moi quand il le faut. Bien sûr. On va continuer. Ce 120, revenons sur le corps du programme tel que établi. Ce sera la toute première partie, notre version des éphémérides, mais avant, on va voir les clips du jour. Fally Ipupa a flyé, il est temps pour nous reposer un tout petit peu au sortir de cet échange avec Marius Mubalama et on va se retrouver juste après. Adolphe Moute Bachila Mouina a flyé.